Bonjour Bertrand, donc je suis ravi de t'accueillir une nouvelle fois sur le blog Mon Capitaine. La précédente interview, ça concernait ton livre Légionnaire, et depuis, il s'est vendu à plus de 2000 exemplaires. C'est un carton extraordinaire parce que normalement les livres, généralement chaque auteur en moyenne vend une centaine, 200, 300. S'il arrive à 1000, il est content. Là, tu dépasses les 2000, c'est génial. Ça a eu une aura extraordinaire. On en a beaucoup parlé dans la presse. Ça a été relayé chez les légionnaires. Les légionnaires l'ont beaucoup apprécié. Voilà, j'aimerais qu'on parle un petit peu dans une première partie de cette interview du bilan de ce livre. Et puis après, on parlera du seul en scène que tu es en train de jouer sur Charles Péguy. Voilà. Donc je te laisse la parole pour un petit bilan de Légionnaire. Alors, merci Rodolphe. Effectivement, le livre fonctionne bien. L'éditeur est très content et nous aussi. Donc, on est à peu près à 2000 exemplaires. Oui, on a peut-être passé à ce jour les 2000. Enfin, en tout cas, on est autour des 2000. Et moi, je suis très content. Enfin, Victor Fellard également est très content parce qu'on a d'excellents retours. Alors déjà, le livre a suscité un certain intérêt par la presse quand même. Donc, on a eu quelques journalistes qui n'étaient pas enfin, on n'aurait pas cru que eux allaient s'intéresser à ce livre, qui se sont laissés tenter par la lecture et ils ont été assez surpris comme ce coup de cœur qu'on a eu sur France Inter. Moi, je trouve que c'est assez plaisant et puis ça prouve qu'on a un peu réussi notre objectif parce que je ne pensais pas forcément avoir ce coup de cœur sur France Inter. Et qu'est-ce que ce journaliste a mis en évidence et c'est ce qu'on a vu nous en écoutant les gens qui avaient lu le livre, c'est que ce livre était d'abord pas celui qu'on pouvait croire sur la Légion, hein, pas un livre bêtement militaire, enfin je dis bêtement militaire, c'est pas péjoratif, mais qui s'arrête pas aux heures de gloire de la Légion. C'était un livre qui était profondément humain et qui permettait à tout à chacun, alors évidemment les militaires le savent déjà un peu, ceux qui ont travaillé à la Légion ils le savent tout ça, mais pour le civil, et c'est là que je veux en venir, pour le civil, ce livre permet de découvrir vraiment qui est le légionnaire en règle générale. Et beaucoup m'ont dit, donc là ce sont les civils qui parlent, beaucoup m'ont dit, on a vraiment cette image du militaire bourrin ou des têtes brûlées qui sont complètement fous, qui viennent du monde entier se réfugier à la Légion. Et ils se sont aperçus, grâce à ces 64 portraits, enfin c'est pas des portraits, ce sont des récits de légionnaires, ils se sont aperçus que c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus éclaté dans la provenance, c'est beaucoup plus éclectique qu'on ne pourrait croire l'ensemble des légionnaires. Et bien sûr, ce que montre aussi le livre, c'est que fort de cette diversité au départ, la Légion, elle arrive à transformer tous ces gens, tous ces hommes, en légionnaires au service d'une même institution, d'une même famille, avec un certain code. Et ça ressort aussi énormément du livre. Et donc nous, on est très contents de ça parce que voilà, on n'a pas fait un Xème livre militaire, je crois qu'on a réussi. On a fait un beau livre où l'humain transpire à chaque page. Ouais, c'est vrai. En fait, là, la chronique dont tu parles, c'est une chronique qui a été faite sur France Inter par le Serge Martin, qui est le rédacteur en chef, que j'ai écouté. Et c'est vrai que lui, il est emballé. Il dit qu'il connaît pas grand-chose à la Légion. Et ça montre encore une fois, au-delà du mystère, que aussi les gens, finalement, le civil moyen en France a perdu cette culture du militaire en règle générale, parce que d'abord, effectivement, le service militaire a disparu, et les gens sont remplis de fantasmes à l'égard des militaires, des légionnaires bien entendu, mais même des militaires en règle générale. Toutes les conversations que j'ai pu avoir montrent à quel point le civil, qui n'a jamais été en contact avec les militaires, se trompe sur ce qu'est réellement la vie et la carrière d'un militaire. Ça, c'est un point qui est ressorti aussi de l'existence de ce livre. Du coup, quelle est la suite que tu peux donner à ce bouquin? Comment est-ce que tu peux amener à mieux le faire connaître? Parce que finalement, le fait que ça apporte une nouvelle voix et ça donne un nouveau visage à la Légion, c'est quand même très positif. Alors,
Ce livre, bon, l'avantage d'un livre, c'est que tant qu'il a un éditeur, il peut vivre, hein, il peut être réimprimé, il pourra continuer à exister dans le temps. Donc ça fait même pas un an qu'il est sorti, donc je dirais il n'y a pas d'urgence à ce que sa carrière soit extraordinaire dès maintenant. Donc déjà, il va durer, et comme il est foncièrement humain, je pense qu'il ne va pas se périmer. Et il va pas perdre de son actualité, de son intérêt. Ça, c'est une chose. Donc, je pense que c'est un livre qui va continuer à vivre. Voilà. Après, il faut en parler régulièrement, il faut faire de la pub ou faire des émissions, mais ça, c'est déjà quelque chose de positif. Après, moi, j'aimerais bien, ça c'est un vœu personnel, un souhait personnel, je sais pas où en est mon éditeur, mais j'aimerais bien qu'il voyage à l'étranger, qu'il soit traduit, en fait, ce livre, notamment sur le continent américain, parce que les Américains connaissent bien la Légion, en fait, enfin de réputation, trouvent les Légions extraordinaires. Dans le livre, il y a un ou deux Américains, je pense, deux, c'est sûr, j'hésite sur trois. Et j'aimerais bien que ce livre soit traduit en fait et qu'il voyage à travers le monde. De même que les jeunes viennent du monde entier pour intégrer la Légion, j'aimerais bien que ce livre puisse au moins être traduit en anglais et puisse repartir, si je puis dire, vers le monde, alors notamment les États-Unis, mais même tous les autres pays, en Asie, voilà, parce que c'est quelque chose, c'est un juste retour à l'envoyeur, quoi, si je puis dire, et voilà. Mais je sais pas, c'est plus un problème d'édition, c'est mon éditeur qui est sur ce sujet-là. J'espère que ça aboutira. On verra. On verra. Sinon, évidemment, je vais continuer à faire des émissions. Là, je serai bientôt à Lyon pour une séance de signature en juin, le 17 juin, je crois, chez Deux Citres Confluence à Lyon. Et je vais passer dans une radio locale, un ou deux magazines avant. Enfin, on est encore en train de, au moins 3 actions autour des médias. Voilà, je pourrais reparler du livre. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'on a beau avoir des médias, il faut marteler via les médias pour que quelque chose rentre, ou en tout cas soit vraiment diffusé à l'échelle nationale. Et donc, tout ce qu'on peut faire à travers une communication, il faut le faire, même si on a l'impression de l'avoir déjà fait. Il faut recommencer. Alors justement pour ces prises de parole, alors quand c'est une interview écrite, ça va, mais quand il s'agit de prendre la parole dans une radio ou quand on est interviewé comme ça, je sais que tu as donné certains cours de prise de parole en public. Est-ce que tu aurais deux, Ouais. trois conseils à donner pour être plus à l'aise ou mettre toutes les chances de son côté pour bien réussir une prise de parole? Alors, un petit conseil concernant la prise de parole, je pensais te parler de ce que j'appelle la visualisation. En fait. Donc, il faut imaginer qu'on a une prise de parole à prendre assez importante, avec un public assez large, une prise de parole relativement longue, enfin un minimum de 20 minutes peut-être, un quart d'heure, 20 minutes, et que ça vaut le coup évidemment de la préparer, cette prise de parole, ce que tout le monde va faire en règle générale. Mais la question que je souhaite aborder, c'est comment est-ce que je sais si je suis vraiment prêt à faire cette prise de parole le lendemain, par exemple, de la préparation. Alors moi, ce que je propose, en général, aux gens que je forme dans mes stages, c'est à ce moment-là de faire ce qu'on appelle la visualisation. Alors qu'est-ce que c'est? Vous avez un plan, on a son plan, tu as ton plan, par exemple, dans lequel tu as en général rédigé ton introduction, le plan détaillé, les grandes parties, grand 1, petit 1, et puis une conclusion. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est ce que je propose, fermer les yeux et à voix haute, alors c'est très important de le faire à voix haute, à voix haute, redire par cœur l'introduction, le plan détaillé, grand 1, petit 1, etc., etc., et la conclusion à voix haute également. Alors, pourquoi à voix haute? Parce que quand on dit les choses dans sa tête, quand on récite les choses dans sa tête, que ce soit d'ailleurs un exposé ou une poésie ou ce qu'on veut, ou une déclaration d'amour juste avant de la faire, eh bien, en fait, on triche dans la tête. C'est-à-dire que on s'arrête plutôt qu'on ne croit, on pense qu'on la sait par cœur, mais en fait, on s'est arrêté, on a sauté des mots, ainsi de suite. Le seul moyen de savoir si on peut vraiment le dire à voix haute, et
d'ailleurs, ce qui sera les conditions du lendemain, dans sa vraie prise de parole, c'est de le dire à voix haute et de le dire en fermant les yeux, ce qui permet de se concentrer sur vraiment soi-même et sur sa connaissance, sa propre connaissance. Et si donc on est capable de faire ça entièrement, en fermant les yeux, à voix haute, introduction, plan, conclusion, on est prêt. Si au milieu, on s'arrête et on dit, attends, mon petit 2 là, de la deuxième partie, c'est quoi déjà? Qu'on est obligé d'aller regarder dans son plan, c'est qu'on n'est pas prêt. Donc là, il faut rebûcher son exposé, se redire, mais oui, c'est ça, pour que le canevas, le schéma, soit totalement assimilé à l'intérieur de soi. Après, bien sûr, on a ses fiches, on a pour le détail, pour tout ce qui va être dit. Mais cette visualisation, telle que je viens de la décrire, à mon avis, quand on a une prise de parole importante, c'est primordial. Super. Voilà. Bah écoute, j'imagine que c'est ce que tu utilises comme technique pour le seul en scène que tu fais et que tu continues à faire sur Charles Péguy. Exactement. Alors, c'est encore un exercice qui est particulier, mais moi, ce que je fais justement avant de jouer, je fais exactement la même chose. Je me fais un parcours de visualisation, c'est-à-dire que, alors là, je ferme pas les yeux parce que sinon, je pourrais me faire mal quand même. Mais je refais tout le parcours du personnage sur la scène, à chaque fois en introduisant, parce qu'il y a plusieurs scènes en fait, il y a une quinzaine de personnages, je joue une quinzaine de personnages et il y a plusieurs scènes. Et je refais tout le parcours de l'acteur, donc de moi-même, en marchant et en introduisant bien chaque début de scène et chaque fin de scène, ce qui équivaut au plan. En fait. Et donc je me refais ce visuel pour être sûr d'avoir le squelette de mon spectacle totalement su. Et à l'intérieur de ça, après, je vais jouer mon spectacle au moment opportun avec les spectateurs. Mais avant, pour me préparer, je fais exactement un équivalent de cette visualisation. Ouais. Donc là, tu joues 15 personnages en même temps. Ouais, donc dans ce spectacle qui s'appelle Péguy le Visionnaire, en fait, je joue une quinzaine de personnages, dont Charles Péguy. Oui. Voilà, parce que c'est vraiment j'incarne à travers ces 15 personnages la vie et l'œuvre de Charles Péguy. Donc il y a Charles Péguy, mais il y a tous ceux qu'il a croisés et qui ont eu une importance dans sa vie, ou qui peuvent permettre, ça peut être des personnages totalement inventés, et qui peuvent permettre de mettre en relief sa pensée à tel moment de l'histoire. Bah, et donc je les joue tous, ils se parlent les uns les autres. Tu m'avais parlé justement en parlant de Péguy, de cette scène avec l'instituteur et j'imagine que c'est celui qui vient faire une inspection et qui vient regarder les copies des élèves et qui décide que Charles Péguy ira au lycée alors que l'instituteur est pas super fan. C'est quand même extraordinaire ce passage et c'est ce qui fait la force de l'école française. Oui, alors c'est ce qui fait la force de l'école française et puis c'est ce qui fait la force de ce personnage. Péguy, effectivement, sans cette volonté d'enseigner qu'avait la République à ce moment-là, aurait été certes quelqu'un d'intelligent, mais qui aurait au mieux été un petit fonctionnaire régional. Oui. Là, grâce à la vision pas d'un instituteur, mais on va dire du directeur en fait de l'école normale d'instituteurs qui vient inspecter, si tu veux, son propre instituteur, qui sent chez Péguy quelque chose dans ses copies et qui dit mais non, il faut le faire avancer plus vite, plus loin, et il faut le booster. Quoi. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un passage, passionnant, et je suis content que tu parles de celui-là d'ailleurs, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce passage sur l'éducation, il est primordial parce que moi, j'avoue que là, je fais un peu une digression, mais tu vois, on se pose toujours le problème de l'éducation dans les zones les plus défavorisées, ceux qui ont du mal, pour des tas de raisons différentes d'ailleurs, à suivre le parcours scolaire. Et je trouve que parfois on se trompe un peu de combat avec ces jeunes-là. En tout cas, c'est mon avis, en toute humilité. C'est que qu'est-ce qu'il faut, à mon avis, pour que dans un endroit donné, un pays, mais dans un lieu donné, on puisse faire un bout de chemin. À mon sens, il y a deux choses primordiales sur lesquelles, à mon avis,
l'éducation nationale, l'enseignement en règle générale, ne se focalise pas assez. Il y a la première chose, c'est parler la langue du lieu. Donc là, on est en France, le français. Parler le français de manière impeccable. Si on veut donner réellement une égalité des chances à tout le monde, il faut que chaque jeune passe par l'école, ressorte de l'école et le plus tôt possible, pas qu'il ressorte de l'école, mais qu'il sache le plus tôt possible le français impeccable, comme toi et moi. Ouais, ça, je Et suis pas entièrement l'accent. d'accord avec toi, surtout que je suis marié avec une professeure de français, latin et grec. Et oui, c'est sûr et certain. Et puis même dans la vie de tous les jours, quand on fait une sélection sur des annonces sur des sites comme Le Bon Coin ou d'autres choses, on regarde la qualité du français pour voir le sérieux ou savoir si c'est une arnaque. Ou le mail qu'on reçoit en disant voilà, évidemment les arnaques elles sont vues à 1000 milliards d'années-lumière avec la qualité du français. Voilà. Et ce problème-là, là, on enfonce un peu une porte ouverte. Et là où ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on abandonne trop vite cette exigence du français. J'ai fait quelques interventions, que ce soit comme réalisateur d'ailleurs, sur les cinémas pour les jeunes dans des quartiers difficiles, dans des lycées difficiles. Et on parle de tas de choses, on essaye de leur apprendre des tas de choses, je sais pas très bien, enfin c'est assez large, mais on en oublie, à mon avis, l'essentiel qui est déjà de parler le français correctement Ouais, ouais. sans qu'il y ait de différence entre le jeune et son prof déjà. Et ça, c'est un combat qu'il faut pas lâcher. Il n'y a rien à lâcher sur le parler le français correctement. C'est la base, la base, la base d'un voyage positif au sein d'une société. Je dis le français, mais ça peut être l'anglais si on est en Angleterre, ainsi de suite. C'est pas une question de le français, j'adore cette langue, on s'en fiche, c'est pas ça. C'est la langue de là où on vit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, par rapport à l'éducation, parce que Peggy disait énormément de choses sur l'éducation, que c'était primordial, etc., etc. Mais la deuxième chose, à mon avis, sur laquelle il faut rien lâcher pour chez un jeune ou une jeune qui avance dans la vie, qui découvre la vie, c'est au niveau des mathématiques. Un truc tout bête qui s'appelle la règle de 3. Moi, à mon avis, il faut au minimum faire monter. Je dis ça parce qu'il y a des adultes qui ne maîtrisent pas la règle de 3. C'est ça. C'est pas pour rien que je dis ça. Quand vous maîtrisez la règle de 3, quand vous avez un niveau mathématique qui suffit pour maîtriser la règle de 3, vous pouvez quasiment tout faire au quotidien. Vous pouvez négocier un prix, vous pouvez comprendre une réduction dans un magasin, vous pouvez négocier un salaire avec quelqu'un, parce que vous comprenez grâce à la règle de 3 les proportions, les comparaisons. Et cette règle de 3, c'est pareil. Enfin, et ce qui amène à la connaissance de la règle de 3, donc la mathématique, la division, ainsi de suite, mais ces petites choses. Et ben, c'est abandonné trop tôt. Combien il y a de jeunes adultes qui savent même pas faire une règle de 3 Je, simple? je, Enfin, la règle de 3, de toute façon, je hein. confirme. Je confirme, Voilà. et toi Donc, qui as eu des légionnaires à former, quand on voit le niveau de certaines personnes, on se dit mais comment est-ce qu'ils font pour tenir un budget? Comment est-ce qu'ils vont faire pour vivre dans la vie en n'ayant pas une petite notion des chiffres? C'est vrai, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. il s'agit pas. Voilà, il s'agit pas de résoudre des équations du troisième degré ou je ne sais trop quoi. Il s'agit juste de connaître la règle de 3 et de parler le français comme toi et moi. Et bien sûr, même si on vient d'un autre pays, qu'on est jeune, immigré ou autre, on peut acquérir ce français comme toi et moi, puisqu'il y en a qui le font. Oui. Il y a des auteurs étrangers qui se mettent à écrire en français. Donc c'est faisable. Et à mon avis, ce sont les deux grandes priorités. C'est comme si c'est le socle non négociable avec lequel doit partir tout jeune de l'école française. Bon, ça c'est mon avis. Voilà, je suis pas ministre de l'Éducation nationale, alors c'est comme ça. Mais en tout cas, peut-être qu'avec le président Macron, hein, tout est possible maintenant. Donc on sait jamais. Non, mais en tout cas, voilà, je suis content que tu aies choisi ce passage sur l'éducation là dans mon spectacle sur Pays, parce que c'est quelque chose qui me tient aussi personnellement à cœur, et il y a des tas de choses à dire sur cette éducation en France. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour qui décrit Charles Péguy et le spectacle le seul en scène que tu es en train de réaliser, enfin sur lequel, enfin, t'as déjà fait combien de spectacles? Bah, là, j'ai une petite dizaine de représentations à mon actif, un peu plus de 10, D'accord, j'ai plus super. le compte exact. Tout, je vais jouer au Festival d'Avignon,
cet Oui, été, hein, donc le festival off là, du 7 au 30 juillet. Je vais jouer tous les jours à 17h45 à la Maison de la Poésie, voilà, à Lyon. très bien. Et Je donc mettrai ça les va être, références dans l'article. oui, c'est très aimable de ta part. Et c'est un peu le pic pour moi dans les mois à venir au niveau de cette pièce Peggy. C'est vraiment Avignon. Je veux faire un festival d'Avignon avec le maximum de chances d'être vu par le public à ce moment-là et par Ouais. les programmateurs d'ailleurs pour les saisons à venir. Mais tu me demandais comment je Oui. pouvais résumer le De spectacle, c'est ça, Charles Péguy, puisque hein? je vais pas te demander de refaire le seul en scène maintenant, puisque bon, c'est pas l'objet de l'interview. Mais si tu avais Non. une petite phrase ou un petit résumé ou quelque chose pour me mettre l'eau à la bouche de ce seul en scène, je suis preneur. Bah, euh, l'eau à la bouche. Je pense vraiment que c'est un personnage tellement comment dire moderne qu'il faut absolument venir le voir. Et alors justement, ce mot moderne me fait penser là que j'en rigolais encore il y a quelques jours en revoyant l'interview que nous avions faite ensemble il y a 6 mois, où à un moment donné tu me demandais alors Charles Péguy, Bertrand, d'après toi, est-ce qu'il est de droite ou de gauche? Et je t'avais répondu très spontanément, je sais pas si tu te souviens, je t'avais répondu, eh ben il est ni de droite ni de gauche. En fait, c'est marrant Je parce que j'ai trouve. posé cette question parce que on en parlait justement de Charles Péguy et il avait, tu me racontais des choses qui étaient complètement de gauche, d'autres choses qui étaient complètement de droite, et du coup, c'est vrai que dans la classe politique actuelle, ça commence à s'effacer, surtout avec les dernières élections, mais il y a quand même une catégorisation gauche sociale, droite libérale. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que je t'avais posé cette question et tu m'avais super bien répondu en effet. Ouais. Et alors, ce que je trouve assez marrant, et si ça peut donner envie aux gens de venir voir le spectacle, c'est que d'une, le spectacle s'appelle Peggy le visionnaire, parce Oui. que on considère avec l'auteur qu'il y avait quelque chose d'extrêmement visionnaire chez Peggy. Et là, c'est pour ça que je cite cette anecdote ni droite ni gauche, c'est que bah voilà, le président Macron vient d'être élu, et en gros, ce que dit Peggy quelque part, c'est peut-être il y a 100 ans, la vie de Peggy montre déjà il y a 100 ans ce qu'essaye peut-être de mettre en place le président Macron avec sa volonté de supprimer le clivage gauche-droite au profit d'idées, intelligence, de bon sens, de cohésion. Alors, je suis pas en train de faire l'éloge du président Macron, mais en tout cas, je trouve que attendons de voir ce qu'il va faire. Mais je trouve en tout cas que pour ce qui est de Peggy le visionnaire, mon spectacle, il y a vraiment ceux qui viendront le voir pourront le constater, il y a une résonance, une modernité, une pensée qui s'inscrit dans le monde actuel, qui est extrêmement motivante. Voilà. Quand on sait que ce type-là a vécu il y a plus de 100 ans, je trouve ça fascinant. Super. Bah écoute, j'ai hâte de venir voir ton spectacle puisque je viendrai te voir avec mon épouse à Avignon avec grand plaisir et puis j'incite vivement ceux qui sont dans le coin d'Avignon dans le mois de juillet à venir au festival et à aller voir le spectacle sur Charles Péguy, Péguy le visionnaire de Bertrand Constant. Voilà. Merci Bertrand pour le temps que tu as pris pour me consacrer cette interview. Et puis je te dis à très vite, j'espère. Merci Rodolphe et à très vite. Ouais. Au revoir Bertrand. À bientôt. Au revoir.